Bon, je te rappelle qu'on signe dans 3 jours chez le notaire. Ça me donne 3 jours. Gaspard, t'es sûr que tu veux vendre? Il faut susciter l'intérêt, avoir des articles, et là, le public va revenir. Mais on n'a pas d'argent. Vous avez vu le WhatsApp de la troupe? Le tout Paris c'est fini, Gaspard vend. Et le vend? Moi j'avais travaillé sur 2 saisons de 10%, donc Dominique Besnéard et Michel Feller, son associé, sont venus me trouver au sortir de la 4e saison pour me proposer une série sur le monde du cabaret. Et ensuite j'avais vraiment carte blanche. Je sais qu'eux avaient tenté d'initier ce projet avec... c'était une danseuse du Crazy Horse qui leur avait suggéré l'idée, d'autant plus que Dominique, à l'époque, travaillait avenue Georges V où se trouvait en fait le cabaret du Crazy Horse. Donc lorsqu'elle avait vu 10%, elle s'était dit peut-être qu'il serait intéressant de montrer aussi l'envers du décor d'un cabaret parisien. Et finalement, elle n'a pas participé à l'écriture, elle a suggéré cette idée-là. Et ils m'ont confié la co-création avec Edgar Grima et Jérôme Bruno. Et puis derrière, j'ai showrunné, réalisé les 6 épisodes que nous avons écrits. Il y a une sorte de longue tradition de films dans cet esprit, des backstage movies, je crois que ça s'appelle. Je pense à 42e rue, etc. Enfin, ou même, par exemple, 3 places pour le 26 de Jacques Demy. Enfin, où, et Tous en scène, exactement, où l'idée, c'est comment une troupe... de par la cohésion, va réussir à s'imposer, à affirmer, à créer un nouveau spectacle et résolument plus moderne que ce qui s'était joué jusqu'alors, quoi. Donc c'était ça l'idée de base, partir d'un cabaret comme ça fictif parisien qu'on a appelé le Tout Paris, bien qu'on ait tourné au Paradis Latin, toute la série, et raconter le fait que possiblement ce cabaret pourrait fermer. En tout cas aujourd'hui, actuellement, il y a une revue qui se joue depuis une vingtaine d'années et qui s'appelle en plus Paris 2000, donc on comprend qu'elle a été créée autour de ces années-là. Et c'est comment réinventer ce lieu et comment retrouver l'âge d'or du cabaret parisien qui a vraiment explosé dans les années 70-80 avec Jean-Marie Rivière et toutes ces figures-là. Je suis venu voir votre revue la semaine dernière. Ah bon? Je serais tout à fait prêt à investir dans votre affaire. Je vais pas vendre. Comme le personnage que joue donc Alex, le personnage de Gaspard est quelqu'un qui est comme ça un patron qui a donc hérité de cette institution, qui est un peu démissionnaire, qui manque un peu d'envergure et qui finalement va petit à petit s'imposer et peut-être même devenir meneur de revue, donc artiste, comme son père l'était. Je voulais comme ça que le personnage se transforme énormément et vraiment différentes couleurs. Et Alex fait ça merveilleusement, mais je savais en tout cas qu'on arriverait très facilement à le rendre artiste, en fait, voilà. Enfin, c'était plus dans le démarrage il fallait vraiment descendre l'éclat qu'il a d'entrée de jeu. Est-ce que tu réalises qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis? On va plus dormir, on va s'engueuler, on va s'endetter, ça va être horrible. Ouais, mais j'ai envie de ça. On avait énormément de personnages à présenter dès le premier épisode, donc ce sont toutes ces arches qu'on a pu imaginer qu'il fallait faire s'entrecroiser. Et c'est vrai que dès le premier épisode, on voulait que tout le monde soit vraiment campé, puisque tous ces personnages sont des personnages donc reliés au cabaret, parce qu'ils y travaillent, parfois sur scène, mais aussi souvent dans l'ombre. Ça nous intéressait de parler aussi de tous ces personnages qu'on ne voit jamais, comme par exemple une chef costumière, la personne derrière l'hygiaphone de son guichet, enfin voilà, ou bien le régisseur qu'on n'aperçoit jamais lors du show, quoi. Le monde du cabaret permet d'avoir des personnages très hauts en couleur. On peut s'amuser, et avoir donc des figures comme ça très fortes, des personnalités très fortes. Je pense à Nicolas Maury qui va jouer le directeur artistique. Je pense et même ce qui était super, c'est que j'ai pu faire appel à des gens qui ont connu le monde du cabaret, qui y ont vraiment travaillé. Je pense par exemple à Florence Thomassin qui était danseuse à l'Alcazar. Et donc ça m'intéressait de pouvoir aussi puiser chez ces gens-là qui ont vraiment connu ce type de lieu. J'accorde beaucoup d'importance au dialogue, que ce soit dans mes films ou dans les séries que je peux faire. Et là, c'est vrai qu'on savait que ce serait une série qui serait très tournée vers les acteurs, le jeu et vers le dialogue. Donc même en termes de découpage, de mise en scène, etc., je savais que j'allais avoir une série quand même assez bavarde, mais qu'il y avait quelque chose
très écrit et j'espère, très drôle dans les dialogues. Donc ça, c'est aussi ce qui a fait quand même qu'on a pu réunir ce casting-là, qui se délectait un peu de toutes ces répliques qui fusaient. Donc, mais c'est vrai que c'est plutôt rare finalement d'avoir des séries où le dialogue l'emporte, quoi. Premier tour, à droite, et t'as les mains croisées. J'aurais toutefois une petite condition. Il faudrait que vous embauchiez mon fils. C'est un artiste. D'accord. Je vais garder personne. Je sais pas si vous êtes des bons danseurs, en tout cas, il va falloir me le prouver. Alors moi j'ai l'impression en tout cas que le cabaret fonctionne encore. Alors effectivement, enfin le Lido a fermé, mais c'est toujours plein au Moulin Rouge, c'est toujours plein au Paradis Latin où nous avons tourné. Et je pense que la grande idée par exemple du Paradis Latin, c'est d'avoir créé une revue avec Kamel Wally en chorégraphe, d'avoir mis Iris Mittelar, donc Miss Univers, en tête d'affiche. Donc effectivement il faut savoir se réinventer. Peut-être que le Lido malheureusement n'y est pas parvenu et n'a pas eu ce type d'idée, mais c'est vrai qu'en tout cas, puisque nous on tournait au Paradis Latin, moi je tournais par exemple jusqu'à 4h et je devais libérer la salle, puisque derrière en fait il fallait installer les tables et puis accueillir les clients, et je me rendais compte que tous les soirs c'était plein, quoi. Donc il y a quand même voilà, une appétence enfin, pour le spectacle vivant encore, et moi, je sais que si j'ai dit oui aussi à cette série, c'est parce que quand j'étais petit, je me souviens de toutes ces revues qui étaient diffusées les soirs de Nouvel An sur Antenne 2 ou FR3, et ça me faisait vraiment rêver. Donc je me dis, il est logique qu'encore aujourd'hui, ça fasse rêver, quoi. C'était merveilleux d'avoir ce terrain de jeu que le Paradis Latin, puisque c'est un cabaret comme ça mythique, construit en plus par Gustave Eiffel, qui peut être très majestueux. Et en même temps, moi, il fallait que je monte de ce lieu un peu gigantesque, une sorte de petite troupe un peu fauchée, et donc pour exprimer finalement leurs soucis d'argent, etc., j'avais besoin de me resserrer plutôt sur les personnages et de ne pas montrer finalement le côté faste du lieu, quoi. Donc il a fallu vraiment penser comment finalement petit à petit dévoiler la grandeur de l'établissement. Au standard, ça n'arrête pas de sonner. Ça, les amis, c'est l'effet Monica Bellucci. Je crois qu'il faut la virer. Quoi? Non, mais ça va pas. J'ai fait exprès de danser comme dans le spectacle de ma fille maternelle. Il t'adore, le public t'adore, tout le monde t'adore. C'est une catastrophe, voilà. Carrément la merde. Concernant les spectacles et les revues à proprement parler, c'est vrai que je voulais à tout prix, enfin je me disais on peut pas faire une série sur le cabaret sans montrer quand même des chorégraphies, des shows, enfin comprendre pourquoi toute cette troupe travaille. Et c'est vrai qu'on a la série démarre alors que voilà, cette vieille revue Paris 2000 se joue tous les soirs. Donc ce qui n'était pas simple, c'était à la fois d'imaginer pour Bertrand une musique un peu désuète, et pour Kamel Wally qui a fait les chorégraphies, d'imaginer des chorés voilà, qui ne revendiquent pas complètement. Enfin, mais ils ont dit oui à cette proposition parce qu'ils savaient que derrière, puisque toute la série repose sur la création d'une nouvelle revue, ils allaient pouvoir dévoiler quelque chose d'autre et d'un peu plus moderne, évidemment. J'étais très heureux de pouvoir travailler avec Lino Renaud, et c'est vrai qu'il me paraissait indispensable qu'elle soit de cette série, puisque c'est quand même la plus célèbre meneuse de revue, et c'était quand même voilà, vraiment la cerise sur le gâteau, et après s'amuser de son image, et lui proposer à jouer voilà, une partition un peu inattendue finalement. Alors on arrête tout de suite le petit cinéma parce que c'est vous qui manipulez depuis le début. Je le sais, j'ai enquêté. Je ne vous virerai pas. Capitaux, vous êtes ma meneuse de revue. Alors c'est soit vous restez, soit je vous plume. C'est quoi l'âge d'or de ce cabaret? C'est quand le patron était sur scène. Personne veut me voir sur scène. J'ai même pas chanté. Quand j'ai dû enquêter sur le monde du cabaret, je me suis rendu compte que c'était des lieux extrêmement fréquentés par les touristes, évidemment, et que donc c'est une sorte de passage obligé lorsqu'on visite Paris. Donc je me dis peut-être qu'effectivement ce sujet-là peut interpeller des spectateurs étrangers. Mais ça sera le crash test ici en présentant la série à Los Angeles, de voir si le public est friand de cet univers, quoi. J'ai été très surpris en venant ici de parler de Call My Agent 10%, et ils sont vraiment hyper fans. Enfin c'est assez dingue. Enfin, j'ai l'impression que c'est le Sésame ouvre-toi, automatique. Donc
du fait que cette série est vraiment dans cet esprit-là, avec comme ça une sorte d'envers du décor dévoilé, un ton et des dialogues un peu ciselés comme l'était 10%, oui, je suis plutôt confiant.